Merci beaucoup d'être avec nous sur FinTech Révolution. Alors peut-être pour ceux qui ne savent peut-être pas dans la salle, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, en quelques mots, le rôle, pourquoi la DG Trésor vient nous Pourquoi je suis là, parler finalement? de licorne aujourd'hui? Alors, pourquoi je suis là? Parce que la DG Trésor, donc au sein du ministère des Finances, c'est très simple, c'est nous qui nous occupons d'abord de la réglementation financière. On vient d'entendre parler, c'est évidemment important. Donc toutes les règles qui s'appliquent aux fintech pour la partie finance, si on peut dire. Donc on fait le droit bancaire, le droit boursier, etc., etc. Donc évidemment, ça crée le cadre juridique des uns et des autres en France, et puis évidemment, on la négocie à niveau européen. Ce qui a été dit sur le 28e régime, c'est nous qui allons regarder ça, sur l'union de l'épargne et de l'investissement, sur tout ce qu'on fait sur les différents outils européens, type ETCI, etc. On y reviendra. Voilà, c'est la DG Trésor qui a la manœuvre là-dessus. Ça, c'est une grande partie de ce qu'on fait. L'autre partie, c'est un peu ce qu'on appelle la structuration du secteur et le dialogue avec le secteur. Et ça, ce sont les initiatives, par exemple Tibi, mais aussi voilà, toutes les initiatives plus ponctuelles pour le soutien aux tech de défense, pour le soutien à la deep tech, etc., où on va avoir le dialogue permanent avec les boîtes. Ok. Alors, selon un article des Échos, super journal évidemment, qui a été publié il y a quelques semaines avec la plateforme, c'est Invio, qui va peut-être être là d'ailleurs aujourd'hui, on disait qu'en moyenne, il faut à peu près 7 ans aux startups tricolores aujourd'hui pour devenir licorne. C'est quand même pas beaucoup, et c'est surtout moins que leurs homologues donc allemandes et britanniques. Comment on explique aujourd'hui ce phénomène un peu allez cocorico? Alors Cocorico, c'est très bien, c'est même, pour l'anecdote, c'est même un tout petit peu mieux qu'aux États-Unis. Alors Oui, évidemment, on en a moins, tout mais c'est plus rapide. Alors, pourquoi? Plusieurs choses. D'abord, on le sait, je n'ai pas besoin de le rappeler aux gens qui sont là, on a un réservoir assez exceptionnel en France d'entrepreneurs ou de gens qui veulent le devenir, avec une formation académique suffisante, avec un écosystème aussi, surtout, qui s'est beaucoup structuré. Je pense que c'est ça qui est le plus clé, c'est qu'avec la French Tech, maintenant, ça fait des années qu'on a cet écosystème tech qui se constitue, qui fonctionne bien, et honnêtement que le reste de l'Europe nous envie, qui souvent nous demande comment ça se passe, comment on peut les aider aussi à structurer dans des pays où les startups existent, bien sûr, il y en a partout, mais ne sont pas forcément organisés réseau, n'ont pas forcément disons des réseaux de financement aussi qui se mettent en place, des habitudes qui se mettent en place, qui aujourd'hui donnent aussi cette rapidité au marché français. mais on connaît effectivement le rôle de la mission French Tech, aussi beaucoup de BPI France, c'est très reconnu. Est-ce que jusqu'où l'État il doit aller pour faire émerger des champions? Alors, Nicolas Dufour dira tout à l'heure tout ce qu'il faut penser de l'action de BPI France, qui est remarquable en la matière, et notamment l'accompagnement, si on peut dire, du premier jour, de l'intention jusqu'au late stage. Côté État, nous, l'idée, ça va être très simple, c'est pas de mettre de l'argent. Alors, il y a deux choses. Il y a une chose qui est vraie, c'est que sur la deep tech, oui, il y a de l'argent public, ça s'appelle France 2030, vous connaissez tous, il y a 54 milliards d'euros, c'est énorme, et ça joue très important d'amorçage donc dans les technologies les plus en pointe. Donc ça, oui, il y a de l'argent public. Pour le reste, l'État il n'est pas là pour distribuer et encore moins pour choisir les champions. On n'est pas là pour dire c'est lui qui va devenir le champion. En revanche, notre rôle, c'est de créer la possibilité c'est de créer l'écosystème, de créer l'environnement qui fait que un entrepreneur qui a envie de réussir et qui a une bonne idée pourra aller au bout de son idée, pourra trouver les financements et pourra, on l'espère, rester en France. Bah, on se désole effectivement des fois de les voir partir, surtout aux États-Unis, pour se développer ou alors même pour se coter en bourse. Mais en fait, c'est un discours que j'entends régulièrement, mais est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle aussi d'aller se développer quand même là-bas? Alors, se développer là-bas, oui. Partir là-bas, c'est différent. Évidemment, c'est flatteur. Ça veut dire que l'écosystème français produit des très belles boîtes qui attirent tout le monde, y compris les meilleurs capitaux américains. C'est très bien. Après, on n'a pas vocation non plus à Paris à être l'incubateur des États-Unis. On n'a pas vocation à travailler, si on peut dire, pour eux. Et le point pour nous le plus important, c'est que très souvent, cette question-là, elle ne va pas se poser au moment de la création, au moment de la start-up. Elle va se créer au late stage, elle va se créer au moment du scale-up le plus important, parce que c'est là qu'on se pose la question un petit peu finale de où est-ce qu'on va finalement poser les valises, où est-ce qu'on va déposer nos IP, où est-ce qu'on va, voilà, on va avoir tout le mécanisme, si on peut dire futur de la grande boîte qui se crée à ce moment-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on le sait, c'est le moment où assez souvent
pour des raisons diverses sur lesquelles on peut revenir, n'embraye pas suffisamment à niveau européen et les gens vont chercher des capitaux aux États-Unis. Et alors, est-ce que l'IA, aujourd'hui, on est obligé toujours d'en parler, je pense, dans toutes les interventions qu'on va faire, mais ça ne va pas un peu encore plus creuser l'écart, justement, entre l'Europe et les États-Unis, ou au contraire, c'est peut-être une bonne nouvelle? Alors, creuser l'écart, je ne pense pas. Ça peut avoir plusieurs effets. Évidemment, c'est un levier d'accélération formidable dans les méthodes, dans la façon dont les uns et les autres travaillent. C'est aussi un peu la remise des compteurs à zéro sur certaines choses, c'est-à-dire que certaines technologies, effectivement, avaient une très forte domination américaine jusqu'à présent, avec des providers américains qui saturaient le marché d'une certaine façon. Là, ça remet un peu les compteurs à zéro. Évidemment, si on laisse aussi partir le train IA sans nous et que les États-Unis et ou la Chine d'ailleurs surdominent aussi le sujet IA, alors on aura le même type de dépendance et on sera également dans un problème. Mais il ne faut pas partir battu non plus. Alors, on l'a dit un tout petit peu tout à l'heure, mais que le marché européen reste assez, on va dire, fragmenté. Est-ce que pour vous, c'est encore le principal frein à l'émergence de nos champions ou pas du tout? Je pense que c'est un très gros frein. C'est un très gros frein, ça a été dit juste avant, et je pense que c'est très juste. C'est très compliqué, et notamment pour des boîtes en early stage, de devoir, dès qu'elles franchissent une frontière, alors qu'on est censé avoir un marché unique en Europe, mais dès qu'on franchit une frontière, pour autant, la frontière n'existe plus, mais alors, la frontière réglementaire, elle existe. La frontière des pratiques de supervision, elle existe aussi. Et ça, c'est vraiment un objectif majeur pour nous, c'est de réduire cette fragmentation-là. On est très identifié pour ça, pour porter en Europe l'idée de l'union de l'épargne et de l'investissement, enfin l'union des marchés, faire circuler les capitaux plus facilement. Le 28e régime, ça a été dit, mais aussi tout ce qui peut être fait pour qu'on ait un interlocuteur unique et pas un superviseur par pays, pour qu'on ait un single rulebook qui soit vraiment un single rulebook et qui ait la même lecture dans les différents pays. Voilà, ça c'est très important parce que ça fait perdre un temps fou et honnêtement des coûts de compliance et des coûts administratifs pour les boîtes. Bon, alors, quels vont être un peu les enjeux pour 2026 pour nos startups françaises? Alors, en plus, vous avez parlé au moins de France 2030. Bon, bah là, on vient quand même au bout. Il va falloir un 2050 d'ailleurs ou pas? Alors, d'abord 2026, je l'apprendrai à personne. Ça commence plutôt fort sur le plan du risque géopolitique. Ça va certainement avoir un effet un peu de sélectivité. C'est très clair, quand les marchés se tendent, l'argent devient moins abondant, les financeurs sont plus regardants. Donc oui, je crois que Flight to Quality, c'est le titre de la conférence. Oui, il va y avoir ça. Maintenant, pour nous, clairement, le Flight to Quality, ça peut profiter à la France. Mais vraiment, c'est pour ça d'ailleurs, en général, qu'on est toujours très en soutien de toutes les initiatives européennes sur le sujet, parce qu'on sait que la France en bénéficie toujours plus que les autres, enfin plus que proportionnellement que les autres. Pourquoi? Une fois encore, parce qu'on a un écosystème plus mature et plus structuré que les autres. Donc oui, il va y avoir de la sélectivité. Non, ça ne va pas être facile, mais on a l'impression que la France est bien placée pour en profiter. Quant à France 2050, je pense honnêtement que c'est plus un débat pour l'élection de 2027. Écoutez, je le lance comme ça. Bien, merci beaucoup encore, Monsieur Bory, d'être venu sur la scène de FinTech Révolution.